Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité que j'apprécie énormément, professionnellement et personnellement aussi. Professionnellement, parce que c'est Adrien Garcia, host du podcast Entreprendre dans la mode, un podcast qui fait partie de l'excellent label Orso Media que je dirige, comme vous le savez. Salut Adrien, ça va ? Salut Chris, ça va et toi ? Ouais, bon alors t'es un terrain un peu connu là. Un Ah podcast. ouais, carrément, je suis dans mon bain, c'est pas la première fois que je viens dans ce studio et en fait je commence à prendre du plaisir à me faire interviewer. Ah ouais. Tu t'es souvent interviewé ? J'ai été souvent, enfin 2-3 fois par an quand même, sur des podcasts. Et puis après avec ma marque aussi, je suis vachement interviewé par la presse par contre. Oui, d'accord. Et pas en audio du coup. Un petit peu en audio, mais c'est plus la presse aujourd'hui. Tu es passé chez Mathieu aussi. Mathieu Stéphanie. La grande classe. Alors on n'est pas en compète avec Mathieu, mon associé, mais je pense qu'on va pas parler forcément des mêmes sujets, voire pas du tout. Ok, tant mieux. Deux épisodes complémentaires que je vous invite aussi à écouter l'épisode de Mathieu. Pardon. Adrien, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok. Adrien, 36 ans déjà. Bientôt papa d'un petit garçon. C'est imminent, alors on se parle, c'est ça. Dans les 10 jours qui viennent, c'est le 10 juin le terme, donc c'est incessamment sous peu. Je suis podcasteur. J'ai commencé par le podcast. Enfin, je suis entrepreneur dans la mode, designer et podcasteur, host du podcast Entreprendre dans la mode et cofondateur de la marque Réunie, qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes en précommande et en édition limitée. Alors, on va reparler de ton podcast et de ta marque un peu plus tard. T'es quoi ? T'es parisien ? T'es né ici ? Non, moi je suis né à Lyon, enfin en région lyonnaise. Okay. J'ai pas mal bougé. J'ai été en Bretagne, je suis revenu à Lyon et puis je me suis installé à Oyonnax quand j'étais petit avec mes parents dans l'Ain. J'ai fait mes études à Lyon et puis j'ai fait un MBA à Cergy-Pontoise à l'ESSEC. Et je suis parisien depuis maintenant 12-13 ans. Ok. Donc tu évolues dans l'univers de la mode, mais je crois savoir que c'est pas forcément quelque chose auquel tu étais prédestiné. Non. C'est pas forcément ta première activité professionnelle. Tu nous racontes un peu ? J'ai eu une première vie en effet école hôtelière. J'ai fait une école hôtelière donc à Lyon à l'Institut Vatel. Et j'ai été dans l'hospitality pendant 5-6 ans grosso modo, où j'ai commencé ma carrière chez Alain Ducasse. Où j'étais chef de projet pour un de leurs projets en interne qui était la restauration rapide par Alain Ducasse. Et puis ensuite j'ai rejoint l'aventure Prêt à manger en 2011-2012 où j'ai participé à l'ouverture du marché français de Prêt à manger. Tu sais, Prêt à manger, c'est cette chaîne, il y en a à tous les coins de rue à Londres. Et ils se sont installés en 2012 à Paris. Et donc j'étais le deuxième salarié moi et donc c'était une aventure assez entrepreneuriale finalement où il fallait trouver des boutiques, les construire, trouver les gens pour les mettre dedans et voilà, c'était très chouette. Et puis petit aparté, et Prêt à manger, tiens, maintenant qu'on connaît un insider, c'est vrai que c'est une enseigne qui est très connue au UK, je crois qu'il y en a aussi aux États-Unis. Et c'est très étonnant. À Hong Kong, c'est très étonnant quand on est français de voir ce truc qui n'existait pas en France avec un nom français. En fait, c'est quoi ? Ils jouaient sur le naming, un peu le nom français et le rapport avec la gastronomie, la culture gastronomique française, c'est ça ? C'est deux entrepreneurs géniaux qui ont créé Prêt à manger, des Anglais. Et la petite histoire, en tout cas ce qu'ils ont raconté, la légende, veut qu'ils soient tombés sur cette enseigne qui était mis aux ordures, où c'était écrit Prêt à manger. Et ils ont trouvé le nom hyper cool, assez Frenchy, et en même temps Prêt à manger, ils faisaient du sandwich, donc c'était cohérent, et ils l'ont collé sur leur boutique, et c'est resté comme ça. Et c'est vrai que Prêt à manger, tout le monde pensait au départ que c'était français finalement. Et non, c'est anglais, c'est roast beef. On salue nos amis anglais. Bon, comme quoi ils nous détestent pas tant que ça, les Anglais. Non, c'est de bonne guerre. Ok, donc aventure Prêt à manger, là tu t'éclates. Là je m'éclate. Et puis un petit truc dans ma vie perso fait que je me rends compte que je suis pas vraiment aligné, que au fond de moi ce que je rêvais de faire quand j'étais gamin, c'était plutôt de faire de la mode, d'être designer, d'être photographe de mode. En tout cas, j'avais envie de faire un truc créatif. Petit provincial, je m'étais pas forcément autorisé à le faire.
Ça s'exprimait quand même d'une manière ou d'une autre quand tu étais gamin, cette passion pour la mode, la photo? Ouf, ouais, carrément. Je collectionnais tous les magazines de mode, les Crash magazines à l'époque, les Vogue, les Purple magazine, qui est un magazine assez emblématique dans l'industrie de la mode. Et puis je cousais même mes propres vêtements. Tu vois, à quel âge? J'avais ado, tu vois, à 12, 13, 14. Et puis voilà, et puis avec le temps, tu sais, tu fais des choix très bêtes quand t'es gamin. Tu te dis, bon, bah, c'est pas pour moi, je m'autorise pas à le faire, etc. Parce que j'ai pas de gens créatifs dans ma famille. Tu t'inventes plein d'histoires à la con pour ne pas le faire. Et finalement, bah, c'est resté au fond de moi et c'était une frustration énorme. Et donc, je me dis 27-28 ans, je me dis, putain, je vais pas continuer ma vie comme ça. C'est pas que j'étais pas très épanoui. C'était très intéressant comme job. Et l'entreprise était cool, mais j'avais envie de faire un truc créatif, quoi, et d'être directeur artistique. Et les gens qui m'inspiraient le plus, c'était des entrepreneurs de la mode, des mecs comme Jean Twitou de APC, comme Johnny Johnson de Acne Studio, comme Margaret Howell de Margaret Howell. Tu as des gens qui sont des entrepreneurs créatifs, et c'était ça qui me faisait kiffer. Et donc j'ai dit stop, hyper dur à prendre comme décision, hein. T'imagines, t'es 4 sup, tu gagnes ta vie, t'as acheté ton premier appart. T'avais quel âge là à ce moment-là? J'avais 28, 29, 29 ans, tu vois, t'arrives à 30 ans. Et en fait, c'est un truc que j'avais repoussé. Et à un moment donné, tu te dis, bon, bah, là, je vais me prendre un mur, donc il faut que je le fasse. Et tu lâches ton job et puis tu retournes à l'école. J'ai fait ce choix, moi, d'aller à l'école de mode parce que je voulais vraiment être créatif et j'avais rien de background en créatif. Tu vois, au début, je me disais, bon, bah, je vais faire un truc en support, de la mode, chef de projet, chef de produit, dans le marketing, dans le business, etc. Mais c'était encore... C'était aller finalement faire que la moitié du chemin vers ton rêve. Ouais. Donc c'était trop simple et je me dis, bon, bah non, moi je veux être DA, je veux être créatif, je veux mettre les mains dedans, je veux saluer à la fin des podiums, là, à la fin des défilés. Et donc j'ai été au Studio Berceau, qui est une école qui se fait en 2 ans. D'accord. Et j'ai fait un premier stage chez Louis Vuitton en tant que designer, enfin assistant designer sac à main. Et ensuite je suis rentré chez Balenciaga comme assistant designer sac à main encore. Et puis dans ma reconversion, j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment des podcasts américains. Tim Ferriss, Tom Ferriss, je le rebaptise, Tim Ferriss, et un peu les Français qui commençaient. Tu avais Greg Devlant, tu avais bien sûr l'ami de Génération Do It Yourself. Et voilà, et à un moment donné, je me dis, mais je trouvais pas le contenu qui me faisait kiffer, le contenu qui m'accompagnerait dans ma reconversion. Donc, à savoir des parcours entrepreneurs dans la mode, des gens qui font la mode, des acteurs de la mode. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je le trouve pas, je vais le créer. C'est vrai que souvent, on met en avant les créateurs de mode sur leur parcours avant tout artistique, mais on met pas trop en avant le volet entrepreneurial de leur parcours, qui est quand même hyper clé, quoi. C'est la base, en fait. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de défilé si tu vends pas ta robe à un moment donné. Donc, j'ai interviewé un mec récemment, il me disait ça. Il dit à un moment donné, une robe, si elle n'est pas vendue, tu n'existes pas, en fait. Tu dures pas, tu fais pas le prochain défilé. Donc à un moment donné, il faut que tu sois un super communicant, il faut que tu sois un super entrepreneur, que tu saches t'entourer, etc. Et les créateurs de mode, en tout cas les créateurs de marques, c'est avant tout des entrepreneurs. Donc tu as trouvé ton inspiration dans des podcasts américains, le premier podcast français aussi. Ouais. Ok. Très bien, donc tu écoutes ces podcasts. Là, t'es pas encore à l'étape où tu te dis je vais créer mon podcast. C'est quelque chose qui t'aide à rentrer dans cette reconversion et à créer ta marque finalement. Parce que tu as créé ta marque Réunie avant de créer ton podcast. Hein. Non. D'accord, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Raconte-nous. Ouais, l'inverse. C'est qu'en fait, je suis en... Grosso modo, je fais mon premier stage en 2017 chez Louis Vuitton. Et entre mes 2 stages, pendant toute la période de 2015 à 2017, j'écoute des podcasts et je trouve pas ce que je veux. Mais je m'imprègne en fait de comment les mecs ils interviewent, leur approche à chaque fois de l'interview. Et à un moment donné, je me dis... surtout la prise de conscience, c'est le stage chez Louis Vuitton. Parce que chez Louis Vuitton, j'ai 30 piges. Mon boss, il doit avoir 25 ans. Ah ouais? Incroyable. C'est l'enfer. Et là, je me dis, putain, mais ça va être long. Ça va être long de me faire une carrière et de devenir directeur artistique de Louis Vuitton. Quoi. Ouais. Et je me dis, il faut que je trouve un accélérateur. Et un des accélérateurs, je me dis, je vais aller
à la rencontre de ces gens, en fait. Je vais aller discuter avec eux, je vais aller prendre des cafés, des gens qui font la mode, et je vais apprendre, tu vois, avec une approche très mec qui se reconvertit, etc. Humble, voilà, on prend un café, machin. Sauf que tu prends des cafés, t'en prends 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis au bout d'un moment, si tu veux aller chercher des gens un peu plus costauds, bah, ils n'ont pas le temps pour un rookie, comme disait, pour un petit jeune, et même pas un rookie, parce que là, j'étais vraiment débutant. Et j'arrive à un constat où, bah, si je veux rencontrer plus de gens, il faut que j'ai quelque chose à leur offrir en retour. Et qu'est-ce que j'offre ? Eh ben, j'offre une médiatisation, une audience. Je m'intéresse à eux pendant 1h30, 2 heures. Voilà. Et donc, c'est vraiment entre les deux stages. Donc, été 2017, je commence à réfléchir à ça. Je réfléchis à un nom, je réfléchis à une liste de questions, à une liste de gens, etc. Et je commence à prendre contact avec plein de gens sur LinkedIn à froid, en sachant que je connais personne. J'ai zéro réseau dans cette industrie. Et puis, en septembre, il me semble, j'ai un premier interview avec un pote de pote de pote, et puis un deuxième, et puis un troisième, etc. Et en fait, petit à petit, comme les gens aiment parler d'eux, en fait, il y a un truc assez simple. Les gens prennent du plaisir à parler d'eux, et ils adorent quand on s'intéresse à eux. C'est une des clés du bouquin Comment se faire des amis je sais plus qu'est-ce qui a écrit ça. Je l'ai plus en tête. Pose des questions et tu te feras des amis. C'est ça, intéresse-toi aux gens. Exactement. Et voilà, et ça commence comme ça. Et en parallèle de ça, moi je continue mon début de carrière dans la mode, où j'ai mon premier stage chez Balenciaga, enfin mon deuxième stage chez Balenciaga. Et en fait, je mène de front ces deux activités-là, de designer, d'assistant designer, parce qu'après je suis recruté par Balenciaga, donc c'est une grande victoire pour moi. Parce que ce que je dis toujours, c'est qu'il y a 2 ans avant, j'étais dans le sandwich, et là je passe dans la mode et dans le chiffon, et c'était un kiff absolu. Et je continue mes podcasts, et en sachant que voilà, quand tu es dans la mode, tu bosses comme un fou en fait, hein. Tu commences à 10h, mais tu finis souvent à 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Et tu travailles souvent les week-ends, tu as des défilés, tu es toujours en déplacement, parce que les usines, quand tu es designer, tu vas vraiment dans les usines, dans les ateliers, etc. pour lancer des protos. Et moi, j'essaye de caler des interviews le matin très tôt, à 8h, entre 8h et 10h. Je fais ma post-prod le soir, le week-end, et je lance mes épisodes comme ça. Ok. Bah, super cool. Déjà, chambé d'avoir réussi une reconversion, enfin un grand écart pareil en si peu de temps. Ouais, c'est rapide. Après, je pense que ça a dû demander beaucoup de travail, beaucoup de mobilisation, etc. Donc, c'est un bel exemple pour pas mal de monde. T'as senti qu'une fois que t'étais chez Balenciaga, c'était plus facile de trouver des invités ? J'imagine que oui, mais vu que t'étais du coup dans le milieu, t'étais au cœur de la machine. Ouais. T'avais peut-être un accès plus facile à tes invités. Clairement, ça a été je pense que ça fait partie des... Ça apporte de la légitimité, clairement. Tu te dis, ok, en fait, parce que je racontais l'histoire comme ça à l'époque, grosso modo, je disais, voilà, je suis Adrien, je suis étudiant en mode, en ce moment je suis en stage chez Balenciaga. Tu drops un petit nom comme ça, tout de suite, ça apporte de la légitimité. Et oui, ça a été plus simple d'aller chercher les premiers gros. Tu vois, je me rappelle, la première personne que j'ai eue, c'était Vanessa Seward, qui a monté sa marque ensuite avec APC, avec Jean Twitou, etc. Bon, ça s'est terminé malheureusement. Mais c'était quelqu'un de connu dans la mode. Il y avait eu aussi Marie-France Cohen de Merci, Bon Point, etc., qui devait être le 13e épisode. Donc assez tôt, j'ai réussi à choper des gros noms. Ouais. J'ai su tout de suite qu'il fallait choper des gros noms pour pouvoir aller chercher d'autres gros noms, quoi. Il y a un côté égo dans la mode qui est assez important. Et au moment où tu lances ton podcast, il n'y avait pas de podcast sur ton secteur, sur le secteur de la mode, si ? Il y avait Chiffon de Valérie Tribe, mais qui avait un axe vraiment différent. Tu vois, moi j'ai toujours été sur... D'ailleurs, je l'ai interviewé très rapidement aussi, Valérie, et on est resté en très bons termes, etc. Enfin, on se parle souvent. Chiffon avait et a toujours, il me semble, cet angle d'attaque elle analyse la personnalité des gens au travers leur relation aux vêtements. D'accord. Tu vois, donc tu es sur une ligne éditoriale diamétralement différente. Moi, c'est vraiment comment tu as fait pour entreprendre dans la mode, comment tu t'es lancé, etc. Mais c'était vraiment le seul qui était sur le business de la mode. Et ouais, j'étais un des premiers. Et ça, c'est le premier arrivé prend tout, quoi. Hein, c'est ça. Je connais assez peu ce secteur. Enfin, je le connais en tant que consommateur. Ça m'intéresse évidemment en tant que consommateur. Mais
Est-ce qu'il existe d'autres médias que le podcast dans ce secteur qui racontaient aussi ces histoires entrepreneuriales? Je sais pas, des magazines, des sites web, ou est-ce qu'il existait déjà des choses où juste t'es arrivé pour combler un énorme vide qu'il y avait aujourd'hui qu'il y avait à l'époque sur le secteur? Ouais, je pense qu'il y avait un énorme vide, c'est clair. Il n'y avait pas un chat sur ce côté-là parce que tu sais, la mode, il y a un côté un peu la mode, on est entre le business et l'art, quoi. Tu vois, c'est vraiment une industrie qui est assis quel cul entre deux chaises. Et souvent, les gens, l'approche dans les magazines de mode, mais globalement, on parle toujours de la mode au travers des inspirations d'une collection, au travers ce côté l'esthétique, l'art, la culture, etc. Et le business, même si c'est une industrie qui fait le plus de cash, c'est un peu un gros mot, on n'en parle pas trop, on le cache un petit peu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur le sujet, à part le Business of Fashion UK, qui est que en anglais, et qui à l'époque avait une approche très analytique du business. C'était un peu, je sais pas, les pages rosées du Figaro, etc. Ouais. Très business, mais sans revenir sur des parcours entrepreneuriaux. Depuis, ils m'ont copié. Évidemment. Non, je plaisante. Et depuis, ils sont un petit peu plus... ils font des interviews d'entrepreneurs comme ça. Okay. Et donc voilà, ils ont cette approche. Mais et en France, tu as les Fashion Network, tu as Fashion... je sais plus. Fashion Network, c'est quoi, un magazine aussi? C'est un site internet qui reprend les news de la mode. Mais tu sais, c'est souvent des trucs. Des news marché, quoi. Ouais, des news marché. Genre, Jean-Michel a été nommé directeur artistique de cette marque, nouveau CEO. On félicite Jean-Michel. Exactement. Et puis des analyses sur l'état actuel du marché. Okay. C'est un peu une agence de news comme un AFP du secteur. Après, Fashion Network, ils créent de la news pour driver des gens sur leur site pour ensuite vendre des petites annonces de jobs, quoi. Ils ont un truc qui s'appelle Fashion Job. D'accord. Donc ok, tu montes ton podcast, mais là tu es encore chez Balenciaga. Ouais. Tu faisais quoi juste chez Balenciaga? Toujours designer, mais designer de sac à main. Voilà. Vraiment, designer sac à main, ça veut dire que tu sais, tu as des collections, c'est rythmé par des collections tous les 4 mois, grosso modo, avec des précos et des défilés. Tu as 2 défilés par an et tu as 2 précos par an. Et en fait, grosso modo, quand tu fais une collection, en début de collection, juste après le défilé, tu vas voir ton directeur artistique, tu dis voilà, le prochain défilé, j'ai envie de travailler sur ça, voilà mes inspi, amène-moi tes inspi, va me chercher des vintage, et puis on va commencer à travailler sur une collection. Et donc, tu fais une première proposition de sac à main, et tu fais des allers-retours comme ça, et tu fais 4-5 allers-retours, tu lances des protos, tu les commentes, tu relances des protos, tu les commentes. Et donc, c'est vraiment un métier... assez laborieux finalement parce que tu fais un proto, tu relances, etc. Tu vas en Italie, machin. Et très cool. Mais, non, mais en fait, il y a 2 choses qui m'ont un petit peu déçu dans ce job de designer à l'époque. C'est que, encore une fois, j'ai senti que ça allait me prendre beaucoup de temps avant de de prendre des grades. Et la patience, c'est pas mon fort, franchement. Et deuxièmement, j'avais quitté un monde corporate assez relou. Tu vois, l'hôtellerie, l'hospitality, etc. C'est un truc très normé, très politique et très corporate. Et, très processé. Très processé. Et en fait, ces boîtes-là, c'est pareil en fait. Même si tu es dans un studio de créatif et que tu peux venir habillé en tongs et en short comme aujourd'hui, ça reste quand même une boîte, tu vois, il y a des règles, c'est hyper normé, etc. Vous étiez combien de designers à ton niveau? Dans le bureau, parce que t'as un studio maroquinerie où on fait que les sacs, on devait être, je sais pas, 5-6 personnes, que pour ça, que pour les sacs. Et ensuite, t'as les chaussures, ils sont pareils, 5-6, prêt à porter, ils sont une vingtaine. Et voilà. J'imagine que quand on est vraiment créatif, qu'on a l'ambition de laisser une trace, d'imposer sa marque, c'est peut-être difficile de s'exprimer dans une organisation comme tu dis, structurée. Tu peux pas te... Non. Toi, tu es un petit soldat, et tu fais ce qu'on te demande et tu avances. Et juste pareil, autre aparté, Balenciaga, c'est une marque italienne?
C'est une marque Cristobal Balenciaga. C'est un espagnol basque qui est venu à Paris dans les années après-guerre, quoi, 40-50, qui a monté sa maison et qui a été racheté, je ne sais pas quand, mais par Kering, par le groupe Kering. Et aujourd'hui, c'est une marque d'origine espagnole, mais française. Persuadé que c'était une marque plutôt italienne, tu vois. Ok, mais donc c'est une marque française en fait. On peut dire que c'est une marque française. Ah ouais, c'est une marque française. C'est une maison française qui appartient à un groupe français, le deuxième plus gros groupe de luxe en France, Kering, qui a par ailleurs Gucci, Yves Saint Laurent et plein d'autres et tant d'autres. J'ai adoré House of Gucci. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Alors t'as peut-être un avis différent du mien parce que t'es un professionnel du secteur. Non, c'était très cool. Mais bon, déjà, je trouve que Lady Gaga, c'est une actrice incroyable. Déjà dans l'autre film avec Bradley Cooper là. Bref. Mais très très chouette le film. Bon, allez, on finit. T'as un côté un peu Bradley Cooper, toi, quand même. Hein. Non, on me l'a jamais dit, tu vois. Ouais, moi je trouve pas perso, mais c'est vrai qu'on me le dit assez régulièrement. Mais il s'est rien passé avec Lady Gaga. Et il paraît qu'on lui dit aussi souvent à Bradley Cooper. Ah oui. Tu ressembles à Chris. You look like Christopher. From Also Media. Yeah. Ok. Donc tu commences un peu à t'ennuyer chez Balenciaga. Ouais. Tu quittes Balenciaga. Comment ça se passe? Et il se passe que, tu sais, dans la mode, ils aiment bien les CDD. Et donc on arrive à la fin de mon CDD et ils me proposent de renouveler mon CDD. Et moi j'arrive à un stade où c'est horrible, mais je me dis en fait non, je suis pas à ma place, quoi. C'est pas encore ça, quoi. J'ai pas fait tout ce chemin pour alors que c'est quand même des belles maisons. T'as fait 8 ans Balenciaga. Franchement, Balenciaga à l'époque et toujours c'était the place to be. Tu pouvais pas faire mieux en fait. C'était l'endroit où tous les feux des projecteurs étaient sur cette maison. J'avais la chance de bosser en direct avec le directeur artistique Demna Gvasalia, etc. Et c'était, je me dis putain, mais si là je suis pas heureux et je suis pas aligné, c'est que je suis pas encore au bon endroit. Et je me dis en fait faut que je me casse, quoi, et je re-signe pas donc le CDD. Donc décision assez compliquée parce que je me dis putain, j'ai fait tout ce chemin machin et là tu te casses sans savoir encore ce que t'allais faire derrière, quoi. Non, j'avais envie d'entreprendre. Il y avait une petite musique entrepreneuriale. Petite musique entrepreneuriale. Je me dis parce que pendant tout ce temps, je réfléchis à un projet, j'essaie de mûrir un projet grâce à mon podcast. J'en parle aussi avec ma copine de l'époque qui est ma femme. Et maintenant, et on se dit voilà, quel projet on va faire, machin. On brainstorm et on a des échanges beaucoup. Elle évolue aussi dans ce milieu-là? Ouais, on s'est rencontrés à l'école de mode. Et elle était aussi à l'époque designer chez Céline aux chaussures avec Eddie Slimane. Donc pareil, tu vois, au top du game, quoi, direct. On était très contents. Mais sauf que voilà, un peu frustré de la même manière que moi. Et donc je me casse et je me dis ouais, en fait pour pouvoir se lancer à un moment donné, il faut du temps, quoi. Il faut et c'est très compliqué de mener de front un job de salarié et un job d'entrepreneur. Tu peux pas le faire en side project. C'est all-in, quoi. Et donc je me dis bon là je peux toucher un peu de chômage. J'ai mon podcast que je commence un petit peu à monétiser en vendant des épisodes, etc. et en vendant un petit peu de pré-roll. Je me dis bon, je vais me mettre à fond sur le podcast pour le faire décoller et puis je vais réfléchir à mon projet et puis voilà, quoi, je vais jusqu'au bout du truc. Et bon, hyper flippant aussi et forcément. Et tu fais un grand saut dans le vide et puis les gens ne comprennent pas aussi. Tu as dit mec, t'es arrivé au top du game, tu te casses, c'est chelou, quoi. Mais c'est comme quand j'ai annoncé à mon patron, écoute, je vais faire une école de mode. Tu vois, quand j'étais chez Prêt à Manger, ils m'ont tous pris pour un fêlé. Mais écoute, j'avais envie d'aller jusqu'au bout du truc, quoi. Et donc, on va reparler un peu plus de ton podcast. Tu l'as lancé en quoi, 2018, 2019 2017. Septembre 2017. Ouais. Septembre 2017. Ça fait 5 ans. T'es parti, t'étais à quel rythme quand t'as commencé J'ai tout de suite commencé à un par semaine. Par semaine, et t'as toujours tenu il m'est arrivé hebdo. 1 ou 2 semaines, peut-être dans l'histoire d'entreprendre dans la mode où j'ai pas fait d'épisode, j'étais à blanc, quoi, j'avais pas d'épisode. Mais globalement, je me suis toujours tenu. Et je pense que c'est une des clés du succès. Hein. Et tes audiences, t'es chez Orso Media, en plus maintenant t'es dans la CPM, donc elles sont publiques. Tu fais entre
80, parfois 110 000 écoutes. Le dernier mois, là, le mois de mai, on fait le plus gros mois de tous les temps. 110 000. 110 000 écoutes voilà, dans le mois. Ce qui te positionne comme l'un des plus gros podcasts natifs indépendants français. Au monde. Non, mais en France, bravo. Hein, mais alors, t'as pas toujours fait ces audiences-là. Non. Je dis souvent aux podcasteurs, notamment ceux qui se lancent, que le podcast, c'est assez ingrat. C'est-à-dire que tu peux mettre beaucoup de temps à franchir des paliers comme 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, 100 000. Voilà. Ça peut mettre du temps, mais ce que tu construis, c'est hyper solide parce que tu crées un lien avec ta communauté, tes auditeurs qui est super fort. Comment était toi ta courbe de progression d'audience ? Parce que 2017, on est en 2022, ça fait 5 ans. Est-ce que tu as parfois atteint des plateaux ? Par exemple, ta première année, tu étais à quelle audience mensuelle ? Putain, c'est dur. Franchement, j'ai du mal à me rappeler. Pas, ouais. J'ai jamais trop été obsédé de mes stats. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais ça a commencé hyper doucement. Ça a été très très long, très lent. Et je pense que ça a vraiment explosé Enfin, ça a explosé, si je peux dire. Je pense que, tu vois, avant le Covid, je devais être à 50 000 écoutes, entre 40 et 50 000 par mois, ce qui était déjà pas mal. Donc, Covid, on est en 2019, donc tu vois, 2017, 2018, 2019, les 3 premières années, j'oscille entre les premiers... Enfin, premier épisode, il y a 3 personnes qui écoutent. Il y a ton frère, ton père et ta mère. Et toi. Et toi. Donc, ça fait 4. Et ça prend énormément de temps, en fait. Et les premiers épisodes, je devais faire 500, même pas, mais 200, 300, 400, 500 écoutes. C'était ridicule. Mais, et même, tu vois, tu te dis, bon, il y a 300 personnes. Quand tu mets 300 personnes dans une salle, ça fait du monde. Tu te dis, bon, si tu ramènes les choses à ça et que tu commences pas à te comparer à Tim Ferriss, tout va bien, en fait. Tu te dis, bon, c'est incroyable, des gens qui ont pris le temps d'écouter mon podcast. Alors, tout le monde n'écoute pas jusqu'à la fin, mais les gens écoutent, ils prennent le temps, ils trouvent de la valeur dans mon truc, quoi. Et c'est assez rigolo. Et puis surtout, je pense qu'il y avait... Moi, je les faisais pour... Je pense qu'il faut trouver la bonne raison de le faire. Moi, mon pourquoi profond, c'était de comprendre cette industrie, de mûrir un projet, de rencontrer des gens. Il y avait aussi cette dimension dev perso qui était forte en moi. Je me disais... Une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, j'étais très dans le dev perso déjà à l'époque. Dans ma reconversion, ça a été clé pour moi. À un moment donné, quand tu changes de vie après une rupture amoureuse, parce que c'était ça le petit truc dans ma vie, c'était une meuf avec qui... Enfin, une meuf, je ne vais pas dire une meuf, mais avec quelqu'un avec qui j'ai été pendant 13 ans de ma vie, tu vois, depuis le collège jusqu'à presque 30 ans. C'était un truc fort et j'avais besoin de me reconstruire. Et la reconstruction, elle se fait par le dev perso notamment. Et moi, j'étais quelqu'un de... Je dirais pas d'introverti, mais quelqu'un qui avait du mal à prendre la parole, tu vois, à parler, à s'exprimer, etc., à tenir une discussion sur le long terme, ou à prendre la parole devant plusieurs personnes. Et donc, je faisais plein d'exercices à l'époque pour me challenger et essayer de progresser là-dessus. Et le podcast, c'est aussi un super truc pour rencontrer des gens qui m'impressionnaient et puis parler dans un micro pendant 3 heures, quoi. Et donc, tu vois, ça faisait partie aussi de mon pourquoi profond. Et finalement, les audiences, c'était presque secondaire, je m'en foutais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je les ai jamais trop regardées. Et donc le pourquoi profond était important. Non, mais je parle des audiences. Évidemment, c'est pas le principal indicateur de qualité ou de succès d'un podcast, mais on peut parfois, pour attirer des invités, tu vois, effectivement, des gros invités attirent des gros invités, mais certains, notamment dans des agences de RP, choses comme ça, vont te demander quelques chiffres sur ton podcast avant de te dire oui ou non. Donc c'est sûr, quand tu dis, je suis entrepreneur à la mode, je fais 110 000 écoutes par mois, je suis le plus gros podcast mode en France, je pense que ça joue. C'est pas mal. Dans ta capacité à attirer des bons noms. Gros poissons, carrément. T'as parfois eu envie d'abandonner ton podcast ? Ouais. De ouf. Tous les lundis. Tous les mardis matins. Non. Ça m'est arrivé de... Ça m'est arrivé de me dire... et peut-être plus récemment qu'au début. Tu vois, au début, quand t'es...
parce qu'en fait, ça prend du temps quand même, ce truc, tu vois. Ça prend un temps fou. Moi, je fais un épisode par semaine, comme tu le disais. J'ai souvent, pour prendre de l'avance, tu as 1, 2, 3 épisodes à enregistrer par semaine. Parce que parfois, tu n'as pas le temps d'enregistrer ou tu pars en vacances et puis les épisodes sont assez longs aussi. Ouais, ils sont assez longs. 2 heures en moyenne, c'est ça Et donc, c'est toujours une matinée à minima de travail par semaine. Et surtout, c'est assez énergivore parce qu'en fait, interviewer quelqu'un, ça prend beaucoup d'attention. Et tu vois, le matin, quand tu te fais 2 heures d'épisode, la journée, elle est longue après, tu vois, c'est assez fatigant. Quand tu le fais bien, quand tu es vraiment dans l'écoute active. Et donc ça prend vachement de temps et d'énergie. Et à un moment donné, parce qu'entre-temps, j'ai lancé mon business. Réuni, donc ma marque co-créée cofondée avec ma femme et mon frère. Ça prend un temps fou de monter une marque. Ça prend énormément de bandes passantes. Et à un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que c'est une bonne idée de courir 2 livres à la fois, quoi ? C'est toujours pareil. Et donc, il a été souvent question de me dire, est-ce que j'ai pas intérêt à fusionner les deux d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que j'ai pas fait le tour de la question ? Oui, donc je me suis souvent posé la question en 5 ans, ouais, bien sûr. On peut se dire aussi que comme ton podcast, c'est aussi il y a aussi un enjeu perso, de développement personnel pour toi. Ouais. C'est limite comme une séance de psy, quoi, tu vois, une fois par semaine. Et après, ouais, c'est ça. Ça peut être ça aussi, de te dire, c'est pas du temps que je perds, parce que c'est du temps dont j'ai besoin et qui m'apporte énormément. Carrément. Et je me remotive comme ça en me disant, quand tu es entrepreneur, c'est hyper important de rencontrer d'autres entrepreneurs et de sortir du business pour prendre de la hauteur sur toi, sur ta vie, sur ton business. Et pour moi, c'est ça. C'est qu'au lieu d'aller boire un café de temps en temps ou faire partie d'un club d'entrepreneurs, je mets une matinée par semaine sur le sujet. C'est beaucoup une matinée par semaine. Ouais, mais quand on crée une boîte, quand tu crées une boîte et qu'il faut faire décoller le truc, c'est beaucoup. On parlera après de ton organisation sur ton podcast, mais si on revient sur Réuni, tu nous pitches Réuni en quelques secondes. Ok, en 2 secondes chrono, c'est une marque. Réuni, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes où on co-crée avec notre communauté des pièces de ouf, dignes des plus grandes maisons de luxe, et qu'on vend en précommande et en édition limitée sur notre site web. Donc on est vraiment une marque en direct to consumer où on vend directement à notre consommateur. On a créé une communauté qui nous aide à fabriquer et à co-créer ces pièces. On leur montre tout, l'envers du décor. On les emmène à chaque fois dans l'histoire de chaque produit et on les vend. Tu vois, on lance 2 produits par mois, grosso modo, aujourd'hui. Okay. Et on les vend en précommande et en édition limitée. D'accord. Ouais. Et très simple, efficace. Tu me dis en quelques secondes. Non, mais c'est super. Et donc, effectivement, tu fabriques la quantité exacte souhaitée. Donc, peut-être un peu plus pour c'est ça. Gérer des retours, des tailles. Ok, donc là, on va rentrer dans l'explication en 5 minutes, en 10 minutes. Non, mais le pitch en quelques secondes. Après, on rentre un peu dans le détail. En fait, quand on dit qu'on co-crée chaque pièce avec notre communauté, c'est qu'on leur envoie un plan de collection, tu vois, tous les 6 mois, grosso modo. On leur dit, voilà, quelles sont les pièces sur lesquelles vous voulez qu'on travaille. Les filles nous disent, parce que c'est que pour les femmes. Ensuite, on leur envoie un deuxième questionnaire qui est spécifique à un produit, où on leur demande c'est quoi les problèmes qu'elles ont avec ce produit, qu'est-ce qu'elles veulent, la shape, enfin en tout cas la proportion, la matière, le prix, la couleur. Et ensuite, nous, on se met au travail. On fait un brief, tu vois, on sort toutes les réponses, on fait un brief. Et on se met autour de la table avec Alice, moi, et puis souvent, on se fait accompagner par un designer spécialisé dans le produit. Parce que notre promesse, c'est de faire des produits de ouf. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu de spécialiste sac à main, t-shirt, chaussures, etc. Exactement. Et ensuite, on commence à lancer des protos. Enfin, on dessine. Une fois qu'on est OK sur le dessin, on lance un premier proto ou une toile avec l'atelier ou avec notre modéliste. Et une fois que cette toile, elle est au point, et on l'envoie dans un atelier, on reçoit un premier proto, et puis on fait 2-3 allers-retours pour mettre au point la pièce. Une fois qu'elle est prête et qu'on est content du produit, à la fois sur la matière, parce que on a cette dimension responsable forte qui est très importante pour nous, où on va fabriquer uniquement en Europe.
toujours en Europe, des matières toujours naturelles, zéro plastique, pas de matière synthétique, et le plus certifié possible à chaque fois, donc c'est une certification type GOTS, RWS, etc., pour avoir le moins d'impact possible sur la planète, sur les gens, sur le monde. Et une fois que le produit est prêt, on photographie notre campagne. Donc c'est nous qui faisons tout, hein. On adore ce côté très artisan, un peu comme dans le podcast d'ailleurs. J'aime bien dire qu'on est des artisans du podcast ou des artisans de la mode. On met les mains dedans et puis on fait notre campagne, on présente le produit aux gens et puis on le vend en précommande en disant voilà, cette fois-ci sur cette pièce-là, on a 300 pièces dispo et on vous les vend en précommande. Donc on donne rendez-vous et les gens viennent et ça part en général très très vite, en moins de 24 heures. Bravo. Merci. Ça me fait penser un peu à Asphalt, que tu connais bien, mais qui ne fait que des pièces pour hommes. Bon, après, moi, je suis hyper targeté par eux sur Insta, sur YouTube. J'ai jamais acheté encore. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais c'est vrai que l'approche est sympa de se dire, tiens, je vais demander à mes clients ce qu'ils veulent. C'est quoi s'ils ont des problèmes de coupe, de matière, etc. Et je leur fais le produit parfait. Exactement. Juste, et quel est le délai entre la précommande et la livraison ? Ça dépend des produits, mais on est entre 2 et 4 mois selon les pièces. Parce qu'en fait, on a cette envie aussi de ramener, redonner de la valeur au temps et redonner de la valeur au produit. Aujourd'hui... slow fashion. C'est vraiment ça, c'est de la slow fashion. Le gros problème de la mode aujourd'hui, de notre époque, c'est que on a oublié qu'en fait, faire un vêtement, ça prenait vachement de temps, que ça prenait beaucoup de ressources et qu'un produit, avant qu'il arrive sur toi, il est passé par 10 000 étapes. Il y a 10 000 personnes qui l'ont touché et qui ont contribué à le fabriquer. Et à l'époque de la fast fashion, avec les Zara, les H&M ou les Shine encore plus hardcore ou les Uniqlo, à un moment donné, on a oublié qu'un produit, ça prenait du temps. Et donc nous, en racontant cette histoire, on redonne de la valeur au temps et aux vêtements, quoi, grosso modo. Et après, la petite différence avec Asphalt, c'est qu'on a un positionnement un peu différent. On se veut plus quali, plus haut de gamme. Donc on a des prix qui sont un petit peu différents. Et contrairement à Asphalt, on est plutôt en édition limitée, alors que eux sont en précommande illimitée. D'accord. Donc c'est la différence. Mais et puis il y a des pièces un peu plus sophistiquées aussi, j'ai l'impression, chez Réuni, alors que Asphalt c'est plutôt des basiques. Asphalt est vraiment sur du basique pur et dur. De toute façon, ils le disent. Eux, leurs concurrents pour eux, c'est des Uniqlo, c'est la grande distrib. Réuni, on est plutôt sur une marque de mode. On aime la mode, on vient de la mode, on est des designers. Avec des partis pris. Pris, etc. Et on se compare plus à, tu vois, un APC ou un Margaret Howell ou Isabelle Marant, etc. Peut-être pour donner des noms que les gens connaissent. Très clair. Quelle part du succès de Réuni tu peux attribuer à ton podcast ? C'est-à-dire quel a été le rôle de ton podcast dans C'était clé. Le succès de Réuni. Ça a été clé sur le démarrage et sur le décollage. Déjà, ça m'a permis de mûrir un projet. Réuni, ça vient de plusieurs rencontres. On parlait tout à l'heure de Marie-France Cohen qui m'a fait prendre conscience que si tu montais une marque, il fallait le faire bien et avec le moins d'impact possible sur le monde et faire des produits de ouf. On parlait d'Asphalt, mais j'ai interviewé William de Asphalt, 50e épisode, où ça a été une prise de conscience de ok, c'est génial en fait la précommande, c'est-à-dire que tu peux lancer une marque de mode sans argent, quoi. On a lancé vraiment avec on a mis 3000 balles chacun dans la marque, donc c'est rien pour une marque de mode. Et puis donc l'idée ça vient de mon podcast, et puis les premiers clients ils viennent du podcast finalement, parce que quand j'ai lancé la marque en juin, j'ai annoncé le lancement de la marque en juin 2019. C'était le 100e épisode d'Entreprendre dans la mode, et pour le 100e épisode un peu anniversaire, j'ai demandé à Loïc Prigent, qui est un journaliste hyper connu dans l'industrie de la mode, qui passe souvent sur Quotidien, il y a plein de vidéos de lui, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très implanté, très respecté, etc. Et comme je l'avais interviewé il y a quelques semaines, je lui dis écoute, j'aimerais bien faire un truc spécial pour le 100e, je vais demander à mon audience de me poser des questions, et j'aimerais bien que toi tu sois le mec qui va me poser les questions, qui va rebondir, etc. Et bingo, il était chaud, donc il vient à la maison,
hyper sympa, et on fait un épisode comme ça. Et moi, j'avais orchestré le truc en disant voilà, pose-moi la question sur le lancement de ma marque. Et donc j'annonce le lancement de la marque, où j'explique. Faudrait que je réécoute d'ailleurs, ça doit être rigolo. Mais je réécoute. J'annonce le lancement de Réunis et j'envoie les gens donc de mon audience sur une landing page où tu as une vidéo manifeste qu'on avait créée auparavant, et où les gens peuvent poser leur email. Mettre leur email, et le premier email qu'ils reçoivent, c'est le premier questionnaire pour co-créer un produit ensemble. Et en fait, donc tu vois, les 1000 premiers emails, c'est des gens qui viennent d'entreprendre dans la mode. Bah oui. Donc ça a été finalement Réunis, c'est la prolongation de Entreprendre dans la mode. Ouais, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis, et ultra concret, parce qu'on dit souvent que quand tu es créateur de contenu sur Internet, que ce soit un podcast, une newsletter, une chaîne YouTube, il y a 2 manières de le faire. Soit tu te dis que tu veux devenir un média à part entière, et donc tu es dans une logique de construction média, donc tu veux construire une audience, que tu vas monétiser, etc. L'autre modèle, c'est de se dire je vais créer du contenu qui va être au service d'une autre activité. Là, c'est un peu plus ton cas. Et là, c'est ultra concret, parce que non seulement le média que tu as créé t'a apporté l'inspiration, le réseau et des clients. Donc, tout, ouais, jackpot. Et il y a des épisodes qui t'ont vraiment fait prendre conscience de choses hyper importantes. Donc tu parlais de Marie-France Cohen, mais peut-être d'autres qui t'ont aidé encore dans cette construction, peut-être sur l'aspect logistique, la distribution, le choix des matières, le sourcing. Ouais, de ouf. Déjà sur la dimension confiance en soi, je parle souvent de cet épisode qui est très marquant. C'est Ramdan Touami qui a créé une marque qui s'appelle Officine Universelle Bully, qui fait plutôt de la cosmétique, mais qui a été rachetée récemment par LVMH. Donc c'est un gros truc. Et lui, il avait ce côté... parce que moi, je suis un mec trop bien élevé, tu vois, genre qui veut pas faire de vagues, etc. Lui, c'est tout le contraire. C'est le self-made man qui a un bourrichon énorme et qui est trop fier de lui, etc. Et qui dit dans le podcast, de toute façon, moi, je m'en bats les couilles de ce que pensent les autres. Je trace mon truc, je vais jusqu'au bout de mes rêves. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, je portais beaucoup d'importance à ce que pensaient les gens de moi, tu vois. Et ça, c'était une prise de conscience où en fait, je m'en fous de ce que pensent les autres de moi, quoi. Ce qui est important, c'est que je sois bien avec moi-même et aligné et droit dans mes bottes. Après, sur la démarche, on parlait d'asphalte, bien sûr, c'était une prise de conscience énorme sur l'apricot. Les matières, etc., j'adore. Elle est un peu militante. C'est Julia Ford de Loom, qui est une marque aussi plutôt dans la branche éco-responsable, qui est assez militante et qui a un discours très intéressant sur ça. Son compère aussi, Guillaume, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom de famille, mais Guillaume, il a coécrit la 25e heure, ce bouquin, tu as entendu parler sur la productivité, sur l'efficacité, sur le no-code, etc. On s'est beaucoup inspiré de ça aussi. Il y en a plein, en fait. Et ce que j'aime bien dire avec Entreprendre dans la mode, c'est que je parle à tout le monde, et je parle à la fois aux pontes de l'industrie, mais je parle aussi à la petite nana qui vient de faire de lancer un crowdfunding sur Ulule, et qui a cartonné, etc. Parce qu'en fait, tu as à apprendre de tout le monde. Et moi, ce que j'ai toujours détesté dans la mode, c'est ce côté très entre soi, très... il y a les cools et puis il y a les autres. Et moi, j'ai envie de mettre un coup dans la fourmilière, en mode, en fait, il y a du bon à prendre de partout, et puis fuck off, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je déteste ces magazines pointus qui font que de l'entre-soi, quoi. Voilà. On va parler un peu plus de ton organisation. Donc tu sors un épisode par semaine, tu as ton activité d'entrepreneur de Réunis qui te prend quand même beaucoup de temps. Comment t'es organisé pour caler tes invités, faire le montage après de tes épisodes, la distribution, écrire les descriptifs? C'est encore très artisanal, hein. Je pense que tu as beaucoup à m'apprendre. Non, grosso modo, pour caler des rendez-vous, déjà, c'est moi qui fais la chasse aux invités, encore. Peut-être quelque chose qu'il faut que je sous-traite. Ça prend du temps. Hein. Ça prend un temps fou. Ça prend plus de temps, au final. Et puis aujourd'hui, moi, j'arrive à un stade où, en fait, pour aller chercher des gros poissons,
c'est des gens qui ont des agendas de ouf. Moi aussi, j'ai un agenda de ouf. Donc, trouver un créneau, ça devient très compliqué. Impossible. C'est très compliqué. Et donc, donc caler les interviews, c'est souvent des MP, ou c'est souvent des recommandations, ou c'est souvent des attachés de presse qui me contactent, etc., et qui me proposent des gens. Et donc, moi, j'ai un email type que j'envoie quand la personne a accepté. J'essaye même pas de vendre, je suis pas dans une approche où je vends le podcast. Les gens viennent à moi, dans l'industrie, les gens connaissent Entreprendre dans la mode, ils ont au moins écouté un épisode, donc ça permet vraiment de rentrer plus facilement. Et j'ai automatisé en 2 clics, je fais QU sur mon clavier et bram, ça envoie un email qui permet de caler un interview vers un lien Calendly. Que tu utilises beaucoup aussi. Ouais, j'adore. Ça a changé ma vie. Incroyable. J'ai un seul créneau dans la semaine où tu peux prendre des rendez-vous. Donc, c'est le jeudi, donc jeudi matin ou jeudi après-midi. Donc, ça me permet vraiment d'organiser ma semaine autour de ça sur le podcast. Il y a une préparation, il y a aussi une liste de points qui dit aux gens voilà, comment ça va se passer, etc. En sachant que moi, je prépare très peu mes interviews. Je fais partie de ces gens... et de ces journalistes, entre guillemets, même si je me dis pas journaliste, attention, sinon je vais me faire défoncer. Qu'est-ce qu'un journaliste Non, mais je suis créateur de contenu, je suis pas journaliste. Je vérifie pas toutes les informations. Du contenu aussi, tu vois. Ouais, mais les journalistes, ils ont ce côté où ils vont vérifier l'information. Pas toujours. Mais en tout cas, c'est ce qu'on leur explique dans une école, il me semble. Ça fait partie de la déontologie du journaliste. Exactement. Et donc, moi, je suis plutôt un créateur de contenu et je prépare pas mes interviews pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de tout savoir avant d'y aller, quoi. Si tu vas lire toute la biographie du mec, etc., alors ça a ses faiblesses aussi, mais en même temps, tu vois, comme je suis dans une écoute très active, que je rebondis sur ce que me disent les gens, le fait de trop en savoir t'empêche de poser des questions qui pourraient être hyper intéressantes pour ton audience. C'est vrai. Donc voilà, c'était un peu mon là-dessus. Et donc pas trop de préparation. J'envoie aussi un questionnaire de préparation où je demande aux gens un typeform, donc tout simple, où je dis... je redis comment ça va se passer, voilà les thématiques qu'on va aborder, quels sont les points que tu ne veux pas qu'on aborde, est-ce qu'il y a des points à ne pas aborder, et qu'est-ce que d'après toi il faut absolument aborder pendant le truc. Et je leur demande aussi un petit visuel, parce que toutes mes jaquettes qui sont aussi mes posts Instagram sont personnalisées, c'est nature morte d'objets qui représentent mes invités. Donc voilà comment ça se passe. Je prends rendez-vous. C'est toi qui choisis les natures mortes ? Non, c'est eux. C'est eux, d'accord. Ouais, au début, c'est moi qui les faisais, et puis j'ai sous-traité à mes invités. Et puis... Il y a juste pour revenir sur ta question qui est intéressante, sur quel sujet vous ne voulez pas aborder. On te répond souvent à cette question ? Les gens me répondent souvent, il n'y a pas de sujet à ne pas aborder. Et puis après, il y a des gens qui disent... j'apprends des trucs parfois, ils me disent faut pas qu'on parle de ça ou de ma rupture avec Jean-Michel. C'est vraiment trop Jean-Michel bizarre. Qui a eu le poste tout à l'heure. Voilà, exactement. Et excusez-moi tous les Jean-Michel qui nous écoutent. Mais moi aussi j'ai la même habitude que toi. Un prénom random, c'est Jean-Michel. Ouais. Et je fais référence au Jean-Michel à peu près aussi. Exactement. Mais peut-être que je vais baptiser mon fils Jean-Michel. Jim. Ok, donc tu apprends des choses via cette question. Ouais, et puis non, c'est dire, souvent je n'ai pas envie de parler d'argent. Tu vois, c'est un tabou en France. C'est un gros tabou et c'est marrant, mais de toute façon, je le sens quand je peux poser la question pas. Tu vois, c'est quoi ton chiffre d'affaires, ta renta, tes KPIs, etc. Mais en fait, je comprends de plus en plus, tu vois, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça veut pas dire grand-chose finalement. Un chiffre d'affaires. Et puis, c'est pas le plus intéressant, finalement. Donc, voilà, ce genre de choses qui viennent. On parle pas de finance. C'est souvent quand même assez redondant. Et questionnaire. Questionnaire. Tu reçois le questionnaire. Bon, c'est quand même une forme de préparation de ton épisode, parce que tu dis que tu ne prépares pas, mais... Oui, c'est une façon de préparer, ou au moins j'ai deux, trois trucs à avoir en tête. Je demande aussi une présentation succincte de mon invité. Petite bio. Et leurs objectifs aussi à long terme, tu vois, à 5, 10, 20 ans. Ça me permet vraiment de me mettre dans un mood. Je lis, tu vois, à 5 minutes avant de commencer l'interview, ça me permet vraiment de sentir le truc, de me mettre en jambes. Et puis je tourne l'interview, donc je me déplace souvent chez mes invités, pour plein de raisons. La première, c'est que souvent les gens sont plus à l'aise quand ils sont dans un environnement qu'ils connaissent.
Et puis c'est de la curiosité aussi, peut-être mal placée de ma part, d'aller chez les gens. Je trouve ça assez intéressant et j'ai toujours adoré regarder les intérieurs des gens, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est vrai. Et voilà, on fait l'interview. J'ai aussi une petite préparation où je mets les gens à l'aise, tu vois, en mode il faut les faire rire, il faut les détendre un petit peu, parce que ça peut souvent être un moment difficile pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Petite joke, icebreaker, et puis leur dire voilà, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, si tu dis une bêtise, on peut la couper. Ouais. Si tu dis une saloperie sur quelqu'un, voilà, on peut la couper. Si tu non, on peut faire une pause pipi, etc. Tu désacralises un petit peu le truc. Et tu fais un petit brief sur le micro, bien le tenir en main, parce que moi j'ai pas de pied comme ça. Ouais. Et j'appuie sur Rec, et puis on se lance. Ça dure 1h30, 2 heures, si le mec il a envie de tchatcher. Et puis voilà. Et puis après on se dit au revoir. Je rentre à la maison et tout de suite je monte. Je monte le plus rapidement possible pour avoir les idées fraîches en tête. Donc je coupe les moments. C'est toi qui montes. C'est moi qui monte. C'est moi qui monte. Tu montes avec quoi ? Avec Audacity. Ok. Donc le truc des années 90, là, même 80. Non, mais beaucoup de podcasteurs montent encore avec Audacity. Audacity. Je coupe vraiment très peu. Vraiment, je vais droit au but. Ensuite, Auphonic, qui permet de mettre ton intro, ton outro automatiquement et de synchroniser. Enfin, pas de synchroniser, mais en tout cas de nettoyer aussi. De nettoyer un petit peu les souffles, etc. Et ensuite, je upload mon truc sur AudioMins. Je cale la date de sortie. Et ça me permet d'inviter la personne qui va faire les notes pour qu'elle puisse s'organiser elle aussi. Donc, j'ai Ambre, qui me fait les notes des épisodes, qui m'accompagne depuis 1 an ou 2 maintenant. Donc ce que tu appelles les notes, c'est le descriptif. Le descriptif, ouais. Descriptif de l'épisode. Elle me l'envoie ensuite elle me l'envoie, et là où je suis pas bon, c'est que c'est moi qui mets les notes dans AudioMins. AudioMins, qu'est-ce que c'est AudioMins ? C'est AudioMins, c'est la solution tech, c'est notre partenaire tech sur Orso Media. C'est à la fois un hébergeur, diffuseur et ad serveur de podcasts. Exactement. Super boîte, franchement, si vous voulez lancer un podcast, je vous conseille AudioMins, boîte française montée par des anciens de TF1 qu'on salue, notamment Olivier ou Ramdan. Voilà. Mais en tout cas, hyper stylé. Franchement, parce que je suis passé par Pipa. Alors ça, je connais pas. Je crois que ça a été racheté par Acast. D'accord. Après Art19, Art19, les Américains, qui était plutôt pas mal. Qui est bien, ouais. Franchement, c'était cool. C'est l'une des références. Et puis on est repassé depuis qu'on travaille ensemble sur AudioMins. Et franchement, je suis assez impressionné par la qualité. Pour des Français, je trouve que franchement, non, ils sont super, on devient bon. Et en plus, ils sont super réactifs. Dès qu'on a besoin d'une petite évolution, ils sont au rendez-vous. C'est un vrai plaisir de travailler avec AudioMins. Ouais. Voilà, avec beaucoup de stats hyper intéressants, ton petit rapport tous les jours. Alors ça, on l'a développé en plus. C'est les services d'Orso Media. Okay. C'est nous qui l'avons fait développer pour les podcasteurs du label. Ouais. Et moi, je l'ai mis en route sur ma marque aussi, pour CA, et etc., tous les jours dans mon email, et à tous les partenaires de Réunis. Trop stylé. Et donc après, tu diffuses. Et après, je diffuse, quoi. Après, je diffuse et basta cosy. Et donc, comment tu gères aussi les plateformes ? Parce qu'évidemment, ton podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Tu utilises beaucoup Instagram, évidemment, et naturellement, parce que c'est quand même le réseau social de la mode, de prédilection. Comment tu le travailles, Instagram ? C'est juste le compte Entreprendre dans la mode, c'est juste un relais de tes épisodes, ou tu produis aussi du contenu un peu additionnel Ouais, non, c'est vraiment... Alors, je fais 2 choses sur Instagram. Alors, je le fais depuis le début. Je sais pas si c'est encore du sens. Il y avait une colonne, en fait, rôle modèle. Enfin, tu vois comment c'est foutu Instagram. T'as les 3 colonnes. T'as une colonne rôle modèle. Donc, c'est vraiment des gens que j'aurais envie d'interviewer. C'est une façon de leur faire coucou. J'aimerais bien t'interviewer, où je refais la biographie de cette personne-là. J'ai une colonne quote, vraiment les citations tirées du podcast qui sort cette semaine-là. Et j'ai mon image de nature morte du podcast. Et ça, c'est une fois par semaine, tu as 3 posts. 3 posts par semaine. Okay. Exactement. Donc, ce que tu appelles les colonnes, c'est la grille, en fait. Ouais, c'est la grille, exactement. Ouais. Okay. Et après, je pousse ça en stories. Ouais. Aucun Reels, aucune story, rien. Mais quand je te dis que... En fait, c'est par manque de temps ou c'est par manque de temps, clairement. C'est manque de temps, manque de focus, très obsédé par
par Réunis, parce qu'aujourd'hui mon main business, mon core business, c'est Réunis, c'est ça qui me fait manger. Mais quel gâchis. Non, mais on pourrait se dire, tiens, si tu as vraiment. Les présences sociales de Entreprendre dans la mode étaient vraiment fat, ça pourrait aussi servir de relais, tremplin pour Réunis. Tu vois, Carrément, t'as raison. Mais tu vois, je me dis souvent, si demain j'arrête Réunis, si j'étais focalisé que sur Entreprendre dans la mode, je mettrais beaucoup plus d'énergie. Tu vois, je poste même pas les épisodes sur LinkedIn, tu vois. C'est quand même débile, quoi. Enfin, c'est vraiment naze. Alors que je pourrais automatiser les choses et tout, tu vois. Ouais, et puis à minima, tu pourrais reprendre une partie de ton descriptif de les l'épisode quotes, pour le mettre en post LinkedIn. Parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels de ton secteur qui sont sur LinkedIn. Bah, ils sont tous là, ouais. Là c'est ma casquette de DG d'Orso Media. Ouais. Bon, Adrien, faut que tu accélères là. Ouais, exactement. Non, TikTok aussi, il se passe 1 milliard de trucs. Ouais, TikTok. On commence à y aller avec Réunis. Ouais. Il se passe 1 milliard de trucs, mais je compte sur toi pour m'accompagner sur le sujet. Compte sur moi pour te suivre de près sur ces recos. Et t'as une newsletter aussi, Entreprendre dans la mode. Ouais, on a une newsletter Entreprendre dans la mode que je le fais pas du tout. J'en fais une tous les 6 mois pour faire un petit coucou et être sûr que tout le monde ouvre encore les emails. Et les gens ouvrent avec un taux d'ouverture de fou. Bah oui, parce que comme tu leur envoies pas grand-chose, ça crée l'événement. Ça crée l'événement et j'annonce souvent des événements. Donc newsletter et voilà. Et je pense que demain, si je devais monétiser un peu plus, je me lancerais dans la formation. La formation masterclass, etc. Moi, je suis vachement inspiré par un mec qui s'appelle Antoine BM. Je sais pas si tu vois qui c'est ce mec qui vend de la formation. Tu sais, c'est ces mecs qui vendent de la formation aux formateurs. Des coachs de coach. Des coachs de coach. Et hyper intéressant. Lui, il a développé un business en créant des formations assez courtes, assez efficaces, etc. sur des problématiques bien spécifiques. Franchement, moi j'aurais un boulevard là-dessus. Mais il faut que j'ai un peu de temps pour le faire. Mais ça pourrait être des thématiques du genre... je pense que je le ferais vraiment comme Réunis, où tu poses la question à ton audience, de quoi vous avez besoin, et ce qui vient le plus, tu fais une formation spécifique sur le sujet, sur comment gérer ton parc fournisseur, sur comment orchestrer un lancement, comment réussir un crowdfunding, etc. Et c'est des choses qui pourraient... Il y a 1 milliard de trucs, quoi. Comment recruter, comment gérer TikTok quand t'es une marque de mode, comment gérer Instagram quand t'es une marque de mode. T'as un boulevard, quoi. Donc il me faut un peu plus de temps, mais... Après, je me dis que je pourrais le faire en sous-traitant avec des gens. Je sais pas, il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'il y a la vidéo aussi qui pourrait être intéressante pour une marque de mode où tu as envie peut-être aussi de voir. C'est clair. Moi, je me suis toujours... une des grandes inspirations, c'est quand même aussi Loïc Prigent, on en parlait tout à l'heure. À un moment donné, ce qu'il fait lui en vidéo dans l'industrie de la mode, c'est dingue, quoi. Ouais. Et j'ai vraiment, je pense qu'Entreprendre dans la mode a ce potentiel-là, tu vois, d'ouvrir les portes des ateliers, d'aller filmer ou d'aller... j'aime bien, j'avais lancé un podcast avec Réunis, qui existe toujours, qui s'appelle Le Monde de Réunis, où je vais in situ chez les gens, etc. Et je les interviewe et on marche, tu vois, il y a ce côté très interview in situ, en mouvement, un peu reportage, qui est assez intéressant. Et demain, rien ne m'empêche de le faire en vidéo aussi, quoi. Quels sont tes invités sur Le Monde des Réunis ? C'est quoi, tes partenaires, tes fournisseurs C'est beaucoup, ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment modélistes, fournisseurs, graphistes avec qui on a bossé sur un motif. Mais c'est aussi... Alors, on s'est un petit peu ouvert... on avait cette idée de créer du contenu pour faire de l'acquisition aussi, d'aller voir des gens, des créatifs, des gens qui nous inspirent. Ça peut être des artistes, des architectes, etc. qui d'une manière ou d'une autre, contribuent à notre esthétique. C'était un peu ça le pitch. Aujourd'hui, on le recentre beaucoup plus sur apporter de la valeur au produit. L'idée, c'est que quand tu vends un produit, il faut apporter un maximum de valeur à ce produit pour que les gens achètent ce produit. Et faire une interview vidéo, enfin pas vidéo, mais en tout cas photo, audio de ton modéliste qui a travaillé sur le sujet, de ton graphiste qui a travaillé sur ton motif, ça apporte énormément de valeur à ton produit. Et donc aujourd'hui, on le tourne plus comme ça. Ok, très clair. Donc Le Monde des Réunis, je vous invite aussi à découvrir ce podcast sur toutes les plateformes. Il y a un sujet que je voulais aborder aussi avec toi, Adrien. On voit de plus en plus de créatrices de contenu, d'Instagrammeuses, etc.,
lancer leur propre marque, et notamment via une boîte que tu connais, j'ai plus son nom en tête, qui aide justement les influenceuses à créer leur marque. Tu l'as en tête? Je l'ai plus en tête, non, mais il y en a plusieurs qui font ça. Hein. D'accord. Il n'y en a pas qu'une seule. C'est vraiment des boîtes qui prémâchent le travail aux filles, quoi. C'est ça. Et donc là, on a l'impression que c'est quand même une démarche qui est quand même très différente de la tienne. Parce que toi, tu as créé ton podcast parce que tu avais quand même cet objectif. Et tu as vocation à devenir, enfin, tu l'es déjà, un professionnel de la mode. Là, c'est plutôt, on se parle plutôt d'opportunisme, on va dire. Il n'y a pas de jugement. Non, mais sans être péjoratif. Se dire, tiens, je suis influenceuse, j'ai déjà une énorme audience, je parle de mode et de marque toute la journée. Tiens, je vais créer la mienne. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Tu sais, moi, j'ai une approche assez bienveillante de tout ça. De toute façon, à un moment donné... toute personne qui entreprend, qui a su créer une audience, qui se lance dans cette industrie, a mon respect. C'est tellement difficile, à un moment donné, d'entreprendre et de créer quelque chose que respect, quoi, à chaque fois. C'est vraiment dur, en fait. C'est dur d'entreprendre. Tu le sais toi-même. C'est dur d'entreprendre. Il faut être un peu taré pour entreprendre. Et c'est souvent des grands moments de solitude, d'insomnie... tu fais tapis à chaque fois, donc c'est dur. Donc respect. Après souvent le sujet qui revient pour ces marques-là, ces marques entre guillemets d'influenceuses ou assez opportunistes, c'est que la qualité n'est pas souvent au rendez-vous, que les gens avec qui elles bossent fabriquent à l'autre bout de la planète et c'est pas forcément très cool. Et ça manque d'authenticité à un moment donné, à la fois dans le design, dans la façon de faire, etc. Et moi, j'ai le sentiment, parce que ça cartonne, hein, on va pas se mentir, hein, mais que c'est des coups, c'est que ça va fonctionner pendant quelques années, mais que... La vision n'est pas très long terme. Voilà, c'est que la vision n'est pas très long terme. Et tu vois, je vois nous, chez Réunis, quand on en parle et quand on en parle entre nous, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie qui va nous emmener sur les 30, 40, 50 prochaines années. Et on espère que la marque nous survivra. Et on est beaucoup plus inspiré par des gens, voilà, comme je te disais, comme APC, Acné, ou même Hermès, ça fait 200 ans qu'ils sont là, que par des marques d'influenceuses qui, à mon sens, manquent un peu d'authenticité, quoi. J'avais vu il y a quelques mois, d'ailleurs je t'en avais parlé, je t'avais envoyé le lien, je crois que c'était sur TMC, docu de Martin Weil sur la fast fashion. Et dans ce docu, il parlait il interviewait notamment une influenceuse, Instagrammeuse, j'ai plus son nom, on va pas l'afficher, mais qui racontait à quel point elle était accro à Shein. Tu connais cette marque chinoise, SHEIN, avec des t-shirts à 3 €, des jeans à 5-6 €, donc évidemment ultra fast fashion, c'est même pas de la fast fashion, mais ultra fast fashion. C'est pas un cas isolé, on sait qu'il y a beaucoup d'Instagrammeuses qui sont accros à cette marque et qui créent beaucoup de contenu en lien avec cette marque, ou d'autres, hein. Il y a aussi d'autres concurrents de Shein. Tiens, voilà, je connais plus le nom de cette tendance qui consiste à filmer en direct l'ouverture de son... L'unboxing, L'unboxing, alors mais c'est un nom encore un autre, un nom qui est vraiment spécifique à la fast fashion. Quand on regarde l'état quand même de la planète, évidemment, on peut pas tous être parfaitement exemplaires, mais on peut se dire que ces influenceuses, ces créatrices de contenu ont un rôle hyper important à jouer auprès des jeunes générations sur TikTok, sur Instagram, pour faire en sorte que la génération qui vient ait une consommation plus raisonnée, plus responsable. Donc voilà, en tant que créateur de contenu, on a aussi une responsabilité. T'es d'accord avec ça, ouais? Non, pas du tout. Défonçons la planète. Non, parce que tu vois, on peut se dire, ok, c'est important, plus il y a de monde qui parle de mode, donc c'est bien, c'est vertueux, on entreprend dans la mode, mais je trouve que c'est aussi bien d'y aller avec des valeurs, des convictions et qui vont dans le bon sens, quoi. T'as raison, mais c'est même un... Je pousserai le truc encore un peu plus loin. Souvent,
sur Instagram, les influenceuses, on parle souvent des Mango Girls. Mango, c'est pas le truc le plus clean du monde, tu vois. Ouais. Et c'est souvent des filles qui travaillent à la fois, qui sont Mango Girls à la fois. Enfin, elles sont Mango Girls et puis elles montrent aussi du Louis Vuitton. Elles sont influenceuses pour ces grosses marques de luxe, etc. Et tu te dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement en disant, non mais franchement, elle déconne quoi. Je veux dire, Mango, c'est quand même pas. C'est quand même pas la folie et je sais pas si c'est aussi crade que Shine, etc. Mais c'est pas la folie dans le sens dans le sens responsabilité environnementale, etc. Ouais. Mais pourquoi Mango plus que Zara ou H&M? Non mais pareil, c'est pareil. Asos, c'est Zara Girl okay. et toutes les filles et toutes les influenceuses le font, tu vois. Mais à un moment donné, moi je me mets à leur place. 30 secondes, tu dis ok, demain t'as je sais pas, Mango justement ou Uniqlo qui veut sponsoriser ton podcast. On fait quoi les gars? Non mais c'est hyper dur. Ou t'as Shine qui te dit ok moi j'ai envie de. On le fait pas. non mais voilà. Mais ok tu le fais pas. Mais ces filles-là, elles ont besoin de bouffer à la fin du mois, tu vois. Et à un moment donné quand c'est ton seul business et que t'as pas le choix, si t'as toujours des choix, mais peut-être à un moment donné tu te dis si on te propose 5 000, 10 000, 15 000 balles pour un poste. Ok, on fait quoi les gars? J'aimerais bien partir en vacances cet été. Tu vois, il y a toujours un côté comme ça où c'est facile de juger et en même temps, si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu ferais? Ok, alors, mais moi je suis hyper à l'aise avec ça. Ouais. Je trouve il faut pas le faire parce que c'est vraiment une vision court terme. Et en plus, je sais que tu es d'accord avec moi parce qu'on travaille ensemble chez Orso Media, on a la même vision. C'est-à-dire que si tu commences à faire faire la promotion de sponsors avec lesquels t'es pas complètement aligné, dont t'es pas forcément client ou utilisateur, ou qui a des valeurs discutables, avec un impact que tu juges discutable sur la société, les gens, la planète, tu le fais pas en fait. Parce que ok, tu vas prendre du cash à très court terme, mais c'est quoi le contrat qui te lie après à tes auditeurs, à ta communauté? Tu vas passer d'une marque un peu crado à une autre, à une autre, à une autre. Donc c'est quoi tu utilises ta communauté pour recommander des trucs crado, donc c'est hyper court-termiste. Donc si la question c'est moi je les prends parce que j'ai envie de partir en vacances cet été, en fait c'est pas ça la question qu'il faut se poser, c'est ne les prends pas parce que en ne les prenant pas, tu vas déjà avoir des sponsors de meilleure qualité qui non seulement vont te faire partir en vacances peut-être l'été prochain, encore plus loin, mais qui en plus vont te permettre de bâtir quelque chose qui est bien plus solide que juste cette communauté éphémère. Donc moi franchement je trouve ça hautement critiquable et je l'assume, tu vois. Carrément. Moi aussi je trouve ça assez critiquable. Non, je trouve ça grave. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. T'as eu l'occasion, toi, de faire des partenariats avec des Instagrammeuses ou des influenceuses pour Réunis? Pour Réunis, on l'a fait, mais sans jamais les rémunérer. D'accord. Ça a toujours été de l'échange, de visibilité. Ça m'est arrivé de mettre Entreprendre dans la mode dans la balance en se disant voilà, on fait une interview comme ça, et puis tu parles de ma marque en échange, etc. Ça a toujours été des échanges de bons procédés. Après l'influence, il y a plein de façons de faire l'influence. Là on est en train de tester un nouveau truc où on demande à des filles qu'on aime bien, qui sont pas forcément des influenceuses mais qui sont des femmes d'influence, enfin en tout cas qui ont une communauté et qui ont un univers qu'on aime et qui ressemble plus ou moins à notre DA ou qui pourrait ressembler aux femmes de notre communauté. On leur demande de faire du contenu pour nous en leur disant voilà, je t'envoie une paire de boots, je t'envoie un vêtement, fais-moi un reel où c'est les 5 looks de Jacqueline avec les Chelsea boots, etc. Et donc ça permet vraiment de créer du contenu. Après Jean-Michel, Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline, ça permet d'avoir du contenu, de créer du contenu parce que ces plateformes sont consommatrices de contenu de ouf. Et surtout, nos clientes sont vachement demandeuses de voir nos vêtements in real life, quoi. Donc c'est la façon de le faire. Et tu ressens l'impact? Tu mesures un peu ça? Ouais, alors on commence vraiment à le faire. J'ai pas encore assez de recul pour dire si ça cartonne ou pas, mais en tout cas,
on s'est mis au Reel assez récemment et notre compte est en train d'exploser parce que tu as une audience, en tout cas tu as une exposition beaucoup plus importante. Aujourd'hui tu postes une photo, tu as 30 likes, c'est l'enfer. Tu postes un Reels, tu as à minima 5 000, 10 000, 15 000 vues. Quoi. On le rappelle, les Reels vous permettent de proposer du contenu à des gens qui ne vous suivent pas forcément. Ouais. Donc il y a un reach bien supérieur avec des Reels qu'en Story. Donc mais voilà, l'influence, je pense pas que ça soit un gros mot. Alors on a fait aussi, on commence à faire de la dotation produit, où on demande aux nanas, voilà. Notre approche elle est très sincère à chaque fois, de dire, et intéressée aussi, on va pas se mentir. À un moment donné, on identifie une fille qui a une audience, qui a pas forcément 50 000 followers ou 500 000 followers plutôt, mais qui a un univers qu'on aime bien, on aimerait bien l'habiller. Et on lui dit, voilà, on aimerait beaucoup te voir avec ce produit, on te propose de te l'offrir. Tu le postes pas, etc. Mais tu le portes pas, c'est pas un sujet. Et comme ça permet de développer ton awareness d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a jamais on paye pas en contrepartie de ça, tu vois. Ouais, ok, très clair. Merci beaucoup, Adrien. Tu vois, on a déjà passé plus d'1 heure ensemble. Ah, ça passe vite, c'est fou. Ça passe super vite parce que tu nous as dit des choses hyper intéressantes et je t'en remercie. C'est trop bien. Peut-être pour donner un peu de perspective sur l'aspect création de contenu, podcast, il y a des nouveautés, des choses là, dans l'année. Non. L'arrivée sur TikTok, la vidéo, mais si on va t'aider avec Orson. Non, mais je pense qu'il faut que je bosse là-dessus sur communiquer, sur entreprendre à la mode et donner plus de chance au produit, tu vois. Ouais. Et j'aimerais beaucoup, Adrien, qu'on fasse ensemble des enregistrements en live. Carrément. Faut qu'on le fasse. On va travailler ensemble là-dessus. Peut-être que tu pourrais interroger ta communauté sur leur intérêt sur la chose. Réunir, tu vois, je sais pas, 100 personnes dans une salle et faire un enregistrement avec, par contre, un invité vraiment AAA qui peut se faire déplacer la foule. Des millions de personnes. Ouais, puis Stade de France. On a plein de choses à imaginer en termes d'interaction avec les audiences. Et ton audience s'y prête vraiment bien, je pense. Trop bien. Merci infiniment pour ton invitation. C'était cool. On a passé un moment. Merci à toi et au revoir à tous. À bientôt. Salut. Bisous. Bye.